bonjour à toutes et à tous. Welcome, bienvenue. Très très heureux de reprendre nos sessions cybercafé. On va passer donc 2-3 petites minutes, hein. Je sais pas si Suzanne, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ok, super. Bah, merci encore d'avoir accepté l'invitation, hein. On va passer donc 2-3 petites minutes et on pourra tout de suite démarrer. Le temps que je termine 2-3 com, et ça Ok, sera bon pour moi. ok, pas de souci. Je pense qu'on pourra commencer tout doucement, hein, le temps de permettre aussi aux autres de se connecter. Donc, dans tous les cas, c'est bon à mon niveau. En tout cas, très heureux de retrouver des personnes que je connais déjà, donc Docteur Yassad notamment. Bienvenue à Josué, à Kwame et à Jean Rodrigue, je vois pas bien le nom, mais donc très heureux d'animer cette 57e session de Live LinkedIn. Donc, ce sont des sessions enregistrées qu'on tient tous les samedis. Donc, on a eu une petite pause de 2 mois, je crois, ou 1 mois et demi. Et on revient pour encore parler de numérique avec des professionnels, des experts. Donc, on est très heureux de recevoir Suzanne, Madame Suzanne Didia Romba, qui nous fait le plaisir d'accepter notre invitation et de répondre à nos questions ce samedi 7 septembre. Donc, pour ceux qui assistent à la première session, donc Cybercafé, c'est le média qui réunit tous les samedis la communauté de professionnels et de passionnés du numérique, partager, apprendre et créer des axes de réflexion sur tout ça. Donc, on est là pour échanger, hein, surtout. Vous aurez la possibilité de poser vos questions. Vous aurez juste à lever la main pour poser vos questions. Donc, on parle de numérique. Je le dis, je le redis, hein, donc n'hésitez pas pour ceux qui ont des connaissances, des contacts ou des personnes. Si vous-même vous souhaitez intervenir à l'une de nos sessions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, pour cette session, on parlera de cybersécurité, d'infrastructures critiques et de partenariats public-privé. Donc voilà. Donc, je vais peut-être laisser la parole à notre expert, notre speaker du jour, pour déjà se présenter brièvement son parcours de formation, de carrière avant de tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc, je ne sais pas si Suzanne, tu m'entends. Oui, Est-ce que tu peux oui, je bien. t'entends. Super, ça marche. Bonjour à tous. Bonjour Tidia. Merci déjà pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'intervenir à ce podcast. Donc, je suis Suzanne Didia. Je suis ingénieure en cybersécurité, actuellement consultante chez le cabinet Deloitte. J'interviens particulièrement sur tout ce qui est sujet en lien avec la GRC et je suis vraiment contente de participer. Concernant mon parcours, j'ai commencé principalement par le réseau informatique et télécom et ensuite je me suis orientée en cybersécurité pour intégrer ensuite le cabinet des lois. Donc voilà un peu en résumé mon parcours. D'accord. Donc je rappelle, donc comme j'ai dit, on parlera de cybersécurité. On va revenir peut-être sur les bases et plus précisément cybersécurité des infrastructures critiques. On terminera par tout ce qui est partenariat et collaboration entre le public et le privé pour renforcer effectivement tout le volet cybersécurité. Déjà, donc sur l'axe 1, comprendre les enjeux et défis de la cybersécurité des infrastructures critiques. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi les infrastructures critiques sont-elles des cibles de choix pour les cyberattaques? Déjà, je pense qu'il convient de pouvoir expliquer déjà ce que représente une infrastructure critique. Parce que quand on dit infrastructure critique, derrière, il y a des infrastructures qui ne sont pas forcément critiques. Donc, tout simplement, les infrastructures critiques vont représenter tout ce qui est installation physique, tout ce qui est système, tout ce qui est réseau, tout ce qui est actif, qui en cas de perturbation peuvent perturber le quotidien des utilisateurs finaux, mais aussi le bon fonctionnement des services de l'État. Donc, en vue de leur criticité, vous voyez que les cyberattaquants seront plus sensibles à ces infrastructures, puisque s'ils arrivent à toucher une ressource critique,
il arrive à impacter directement plusieurs populations. Donc, facilement, pour pouvoir capitaliser leur cyberattaque, ils seront sensibles à ces infrastructures-là. Le deuxième point qui est vraiment une raison pour laquelle les cyberattaquants seront sensibles à ces infrastructures-là, je dirais que aujourd'hui, on est dans un monde qui est beaucoup digital. Donc, chaque pays serait à même à vouloir montrer son avantage dans le cyberespace. Donc, on parlera par exemple de cyberguerre. Donc, tous les États aujourd'hui vont essayer de pouvoir montrer leur force en par exemple affaiblissant ou en fragilisant un autre pays à partir simplement de leur infrastructure critique. Et en troisième point, qui est un point pour moi assez important, c'est aussi la sensibilité de nos écosystèmes. Très souvent en entreprise, on entend dire que quand ça marche, on ne touche pas. Donc, si j'ai l'écho que les entreprises refusent le changement, naturellement, c'est mieux d'investir sur ces infrastructures-là qui, pour moi, peut être facile. Donc, voilà un peu en résumé les raisons pour lesquelles un cybercriminel pourrait s'orienter vers ces infrastructures-là. D'accord. Donc tout à l'heure, tu as parlé donc des raisons et brièvement aussi des conséquences. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur les conséquences potentielles d'une cyberattaque sur les infrastructures critiques pour la société, donc pour les populations, puisque tu en parlais tout à l'heure? Déjà, en raison de leur sensibilité, je pense que les conséquences seraient vraiment considérables. Déjà au niveau même des entreprises qui vont perdre de l'argent, qui vont avoir leur système perturbé, leur système même détruit, mais aussi au niveau des utilisateurs, au niveau de vous et moi, on aura notre quotidien qui sera facilement affecté. Aujourd'hui, si euh, on n'a pas accès à l'eau, par exemple, si on n'a pas accès à l'électricité, naturellement, notre quotidien sera perturbé, on ne pourra pas facilement vivre paisiblement, entre guillemets. Donc, c'est vraiment un point qui peut affecter notre personne. Et aussi, il y a le fait que si aujourd'hui, nos infrastructures ne fonctionnent pas, je suppose que ta sœur, ton frère se retrouvent dans un état critique. Et parallèlement à ça, il y a les hôpitaux qui sont aussi victimes de cyberattaques. Donc, ces conséquences même vont aller toucher même la vie humaine. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on voit que euh, cette affaire-là, c'est une affaire de tous, c'est une affaire de vie humaine et qu'il faut prendre des mesures adéquates pour pouvoir éviter ce genre de conséquences. D'accord. Donc, en termes d'acteurs impliqués dans ces projets ou dans la sécurisation de ces infrastructures critiques, quels sont on va dire, les principaux acteurs qu'on retrouve? J'imagine qu'on a le public, on a le privé. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs et même dans le public, qui est-ce qui est le plus impliqué dans la sécurité de ces infrastructures critiques? Alors déjà, il faut savoir que dans notre pays, par exemple, il y a le gouvernement qui a une vue globale sur les réglementations, mais il y a aussi les entreprises qui ont déjà leurs ressources. Donc, le premier acteur clé que je dirais, c'est le gouvernement qui doit prendre des décisions en faveur de la population, mais il y a aussi les entreprises qui disposent de ces infrastructures-là, qui devront appliquer des mesures pour pouvoir sécuriser leur système d'information. Et un autre pilier, c'est les utilisateurs finaux qui, on dit très souvent en cybersécurité que l'humain représente le maillon le plus faible. Donc, c'est un acteur qui doit être formé, qui doit être sensibilisé sur tout ce qui est sujet qui touche la cybersécurité. Et il y a un dernier pan qui représente les sous-traitants. On parle généralement d'attaque par chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cyberattaquant ne va pas directement toucher l'entreprise, mais il va passer par un prestataire. Donc, c'est vraiment important que ces différents acteurs
soient impliqués dans tout ce qui est sécurisation de notre infrastructure. D'accord. OK. Donc on va peut-être maintenant, donc déjà qu'on a vu les enjeux, les défis liés à la cybersécurité des infrastructures critiques, on va peut-être plus parler de collaboration, de partenariat entre public et privé pour renforcer ces infrastructures publiques, ou privées aussi, parce qu'il peut y avoir des infrastructures critiques privées. Donc, quels sont les avantages d'une collaboration, d'une de partenariat entre le secteur public et privé en matière de cybersécurité? Les avantages, je pense que quand on parle de partenariat, quand on parle de collaboration, cela veut dire que on essaie de mettre ensemble nos forces. Donc déjà, le premier avantage, c'est le partage d'informations. On a d'un côté, comme je l'ai dit tantôt, l'État qui a un pouvoir réglementaire et il y a aussi d'un autre côté les entreprises qui disposent de solutions innovantes, qui disposent aussi de compétences. Donc, le fait de pouvoir collaborer ensemble va permettre de créer pour moi une barrière qui sera infranchissable face aux cybercriminels. Donc déjà, pour moi, le partage d'informations est le premier avantage. Il y a aussi l'optimisation, il y a aussi l'optimisation des ressources. Il y a des entreprises qui veulent euh, mettre en place des mesures de sécurité, mais on sait aujourd'hui que les solutions de cybersécurité sont quand même assez élevées. Donc le fait de pouvoir collaborer ensemble va permettre à ces entreprises-là, ou même à ces nouvelles entreprises-là, de pouvoir bénéficier des ressources partagées. Je peux parler de formation, je peux parler de beaucoup de choses qui pourront aider vraiment dans le cadre de notre collaboration à vraiment permettre que toute la chaîne soit vraiment sécurisée. D'accord. Tu as parlé de formation avant de revenir au volet formation, effectivement, qui, je pense aussi peut être un élément important et différenciant dans le partenariat public-privé, pour renforcer la cybersécurité des infrastructures critiques. Est-ce que tu vois des obstacles ou des défis qu'il faille surmonter pour une meilleure collaboration, une collaboration efficace, des partenaires efficaces entre le secteur public et privé, dans le cadre de projets, par exemple? Oui, il y a beaucoup même d'obstacles. Je vois déjà, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, j'ai dit que très souvent les personnes refusent le changement. Donc, on est dans des environnements où on nous dit, où d'autres personnes peuvent dire, quand ça marche, ça ne change pas. Alors que le monde évolue, alors que la technologie évolue. Et quand on refuse de s'aligner à cette progression-là, quand on refuse de s'aligner à ce développement-là, ça crée des écarts. Et quand les écarts sont présents, il y a aussi des failles. Et qui dit faille dit exploit que le cybercriminel peut facilement exploiter. Donc le premier obstacle pour moi, ça reste le refus du changement. Ensuite, il y a aussi le manque de confiance. On veut collaborer ensemble, mais qui dit que les informations que je vais partager vont être utilisées de manière appropriée. Donc il y a cette crainte-là de chaque partie qui peut vraiment ralentir le processus de collaboration. Et enfin, il y a une différence de priorité. Comme je l'ai dit, le secteur public a plus une vision de sécuriser, en guillemets, les citoyens. Par contre, les entreprises privées, ils ont un objectif commercial. Donc, et tant qu'on ne trouve pas le juste milieu, ça serait difficile de pouvoir collaborer ensemble pour atteindre le même objectif. Donc, certes, ce n'est pas exhaustif, mais voilà pour moi un ensemble d'éléments qui doit être pris en compte. Dans ce cas, effectivement, quelle stratégie et quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour renforcer la sécurité des infrastructures? Parce que effectivement, je te prends en mot, tu as évoqué un élément important, la confiance, parce qu'on parle de plus en plus de souveraineté numérique. Je vois des personnes autour de ce panel-là qui vont certainement réagir. Donc, est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il y a une stratégie qu'il faut adopter? Typiquement, si on travaille avec le privé, il y a des données publiques qui peut-être ne doivent pas sortir, des données personnelles, des données critiques dans le sens donc critique pour militaire par exemple. Donc quelle stratégie
et mesures dont donc les États ou les entreprises doivent mettre en place pour renforcer la sécurité des infrastructures critiques. Déjà au niveau de gouvernement, c'est de montrer une forte volonté en faveur de la question, parce que si un sujet est important, il faudra le démontrer en le positionnant à un certain niveau stratégique. Donc, pour moi, il faut le démontrer. Et il y a aussi le secteur privé qui doit aussi prendre conscience de la nécessité de suivre en fait ces directives. Je prends par exemple, il existe un plan de protection des infrastructures critiques que les entreprises qui ont été notifiées comme étant une infrastructure critique devraient appliquer, notamment tout ce qui concerne la gestion de risques. Donc, une entreprise doit pouvoir aujourd'hui, à date, avoir une cartographie de tout ce qui est risque. Mais si ces infrastructures, ces entreprises-là, pardon, ne veulent pas s'aligner à des mesures, vous verrez que tous les efforts qui seront mis en place par le gouvernement ne pourront pas atteindre leurs objectifs parce que les personnes-là ne veulent pas, entre guillemets, collaborer. Donc, c'est vraiment important pour le gouvernement, comme je l'ai dit, de montrer une forte volonté, mais aussi à ces entreprises-là de pouvoir s'aligner. Comme je vais donner l'exemple du plan de protection qui présente en gros l'ensemble des mesures à mettre en œuvre par les entreprises qui ont été désignées comme critiques. Et pour moi, ces deux pans-là devraient pouvoir favoriser un certain confort quant à la sécurité. Il y a aussi le volet formation. On peut déployer plusieurs mesures, mais tant que les personnes qui utilisent ces ressources-là ne sont pas formées, on verra que nos efforts-là seront en vain. Donc, c'est pour moi les mesures très importantes dans la sécurisation de nos infrastructures. D'accord. Donc, en termes de mesures gouvernementales, donc ça peut même aller jusqu'à des amendes. Je ne sais pas si c'est ce à quoi tu faisais allusion tout à l'heure. Typiquement en cas de Oui. non-respect de ces plans-là. Je n'ai pas compris la question. Non, je disais en termes de mesures gouvernementales, donc, est-ce que ça peut aller jusqu'à des sanctions ou des amendes, par exemple, à payer en cas de non-respect de de ces Euh, mesures-là? En fait, je parlais pas plus de, mais je parlais plus du plan D'accord. de protection des infrastructures critiques. Donc, Ok. c'est un plan qui a été élaboré, qui dit par exemple qu'aujourd'hui, déjà, si j'ai donné un peu les différents services qui peuvent être critiques, notamment l'énergie, l'eau, les finances, tout ce qui en fait participe au quotidien d'une personne. Et la TCI, par exemple, est chargée de pouvoir désigner ces entreprises-là, leur notifier. Et quand tu es désigné comme infrastructure critique, il y a le plan de protection de ton infrastructure que tu devras t'aligner. Mais à date, est-ce que ces infrastructures-là suivent? Je pense que la question reste posée. Ok. D'accord. Merci. Bon, pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, donc la RTCI, je crois que c'est l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, si j'ai bien traduit. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Merci encore. Est-ce que tu peux peut-être nous dire, donc, typiquement, donc, sur un projet de partenariat public-privé dans la cybersécurité, comment est-ce qu'on peut mesurer le succès ou la réussite d'un projet de cybersécurité dans le cadre d'un partenariat public-privé? Privé. Premièrement, pour pouvoir mesurer, on va définir des indicateurs de performance. Mais au préalable, il faut savoir quel objectif on vise. Donc, si aujourd'hui, on décide de pouvoir améliorer notre sécurité au niveau national, on peut mesurer euh, le nombre d'incidents parlant des failles de sécurité, des fuites de données, pardon, qui seront enregistrées au cours d'une période. Si on arrive à réduire par rapport à l'année précédente les fuites de données qu'il y a eu sur notre nouvelle année, je pense qu'on pourra dire par exemple qu'il y a une évolution, notre collaboration a été effective parce que ça a permis de pouvoir réduire un temps soit peu les différents incidents sur le pays. D'accord, ok. Donc, je rappelle pour ceux qui nous prennent en marche, donc c'est 30 minutes de session live tous les samedis qu'on organise.
Donc, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Il y a un petit bouton en bas. Je crois qu'il y a Madame Flore Didia qui a essayé de nous rejoindre pour poser sa question ou intervenir. Si vous souhaitez intervenir, poser des questions, n'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions. On prendra les questions dans 2 petites minutes. Mais avant ça, est-ce que, Suzanne, tu as des exemples de collaboration réussie entre le public et le privé qui peuvent servir effectivement de modèle dans ton pays, donc dans Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays? Déjà en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a des efforts qui sont entrepris et en 2023, je pense qu'il y a eu la collaboration entre l'État et Cybation, qui est une entreprise spécialisée en cybersécurité américaine, pour pouvoir créer un data center national. Donc c'est vraiment, ça démontre pour moi déjà un engagement de l'État. Il y a aussi des initiatives qui sont créées et qui sont soutenues par le gouvernement afin de vraiment emmener la cybersécurité à un niveau un peu plus élevé. Donc pour moi, c'est déjà des points à féliciter. Toutefois, il faut que ces projets-là puissent voir le jour. Il y a aussi le CI7 qui remonte régulièrement des bulletins de vulnérabilité que les entreprises peuvent utiliser pour pouvoir couvrir leur surface d'attaque. D'accord, ok. Et selon toi, quels sont les prochains pas pour améliorer effectivement ces coopérations? Donc, de ce que j'ai compris, les choses qui se font déjà, euh, typiquement en Côte d'Ivoire, avec l'exemple que tu as cité. Mais quels sont les prochains pas, les prochains axes d'amélioration pour une meilleure collaboration entre le secteur public et privé dans la cybersécurité, par exemple, en Côte d'Ivoire? Les, les prochains pas. Ce qui est du prochain pas, je dirais par exemple qu'on doit vraiment capitaliser sur nos infrastructures. On doit vraiment essayer de finaliser parce que je dirais que le domaine de la cybersécurité est en amélioration dans notre pays. Donc, on devra terminer les projets. J'ai parlé du data center qui devra être, qui est un projet en cours, mais il y a aussi l'Agence nationale, l'ANSI, que le gouvernement a informé que le gouvernement, je pense que c'est lors du CAF 2023, que très bientôt on aura par exemple une ANSI. Donc ce sont des projets qui pour moi doivent voir le jour pour pouvoir créer la confiance entre les différentes parties. Donc c'est pour moi le premier point important à atteindre. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions, donc vous avez juste à lever la main. J'ai encore deux à trois questions encore à poser, mais est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade pour notre speaker? N'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions ou intervenir directement sur ce thème. Et peut-être un petit élément, je vois que Suzanne n'en a pas parlé, peut-être à dessein, c'est à toi de nous dire, mais en toute humilité, peut-être aussi qu'elle n'en a pas parlé. Donc Suzanne, je rappelle, a écrit un livre, a publié, je crois que c'était en 2022, si mes souvenirs sont bons, ou en 2021, Oui, oui. sur la sécurisation d'une infrastructure technique avec la solution OASU. Donc, je crois que c'est une solution de supervision des hôtes et du réseau. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots et typiquement nous dire comment est-ce qu'on peut s'en procurer s'il y a encore des éditions possibles? Ok, donc merci. Déjà, j'ai travaillé dans le domaine défensif, c'est-à-dire dans un SOC. Et il faut dire qu'un SOC est constitué déjà d'une équipe qui va se charger de pouvoir analyser des logs et puis en cas d'attaque, en cas d'attaque, de pouvoir remonter ces informations-là. Donc pour moi, c'est important de pouvoir sensibiliser. Aujourd'hui, on peut pas dire que la, on peut être sécurisé à 100%. Voilà pourquoi on parle de gestion de risque. Donc, il faut pouvoir avoir une vue globale sur son infrastructure. Voilà pourquoi aujourd'hui, on parlera de SOC. Donc, les SOC vont pouvoir permettre de collecter l'ensemble des logs de notre infrastructure là, qui seront remontés à partir d'outils. Et moi, par exemple, j'ai utilisé la solution Oasu
une solution open source qui va nous permettre de pouvoir remonter des alertes. Et si ces alertes-là sont jugées comme comportant des activités malveillantes, on pourra, par exemple, s'il s'agit d'une alerte IP, pouvoir répondre aux incidents de sécurité. D'accord. Et comme j'ai dit, comment se procurer ton livre? Est-ce qu'avec sur la plateforme, on peut l'avoir? J'ai créé une plateforme de Ouais, vente. ok, Donc, je pense que je pourrais la partager. pas de Donc, à problème. partir de cette plateforme-là, vous pourrez simplement commander le livre. D'accord, d'accord. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous procurer le livre de notre speaker. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Sinon, comme j'ai dit, on s'est promis 30 minutes, donc tous les samedis, avec notre speaker. Donc, on a parlé de cybersécurité, d'infrastructures critiques. Donc, toutes nos sessions sont disponibles donc sont enregistrées, sont disponibles sur notre média YouTube. Donc, vous avez juste à taper Cybercafé et le thème. Vous avez accès directement à la session. Avant de laisser le mot de fin à notre speaker, si vous n'avez pas de questions, donc je tenais à vous remercier. Je tenais aussi à vous dire que vous pouvez aussi intervenir à l'une de nos sessions ou nous mettre en contact avec des personnes que vous connaissez qui parlent de numérique. Donc, on parle de DevOps, on parle de cloud, on parle de cybersécurité, on parle de e-santé. Je vois qu'il y a M. Michel Eddy qui a levé la main. On va le prendre avec la permission de Suzanne, bien évidemment, Oui, oui. et lui laisser la parole. Mais oui, on parle de cloud, on parle de données personnelles, on parle de IM, on parle de PAM, on parle de SOC. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à présenter des personnes que vous connaissez. Donc, on a une deuxième main. Est-ce que M. Michel veut bien prendre la parole et poser sa question ou intervenir sur le thème? Oui, allô? Oui, on vous écoute, M. Michel. Ok, d'accord. Bonjour monsieur, bonjour madame. J'aimerais savoir, vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de risques liés à la cybersécurité, il y a nos infrastructures gouvernementaux, infrastructures gouvernementales, pardon, voilà, bien qui présentent des risques de cybersécurité. Donc, quels sont les plans ou les préventions mises en place pour, pour réduire effectivement les risques de cybersécurité de notre pays? On répond en même temps ou on attend? C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Est-ce que tu veux prendre d'autres questions? C'est, c'est, Euh, c'est, il a c'est- demandé, si j'ai bien compris, les mesures qui sont ouais, prises par le gouvernement pour sécuriser, c'est ça? exactement, pour réduire ces risques de cybersécurité sur ces infrastructures critiques en Côte d'Ivoire, dont tu Oh, parlais tout à l'heure. Je sais pas si d'accord. tu veux prendre la question de Madame Natacha Koné ou tu réponds, c'est toi qui décides. D'accord, Madame Natacha. D'accord, ok. Madame Natacha, tu peux activer votre micro et poser votre question aussi. Est-ce que vous nous entendez? Bon, je crois qu'il y a peut-être un petit souci technique à son Ok, niveau. on va Tu peux répondre peut-être directement. Oui, oui. exactement. Ok, ok. Donc, pour ce qui est des mesures au niveau du gouvernement, j'ai parlé déjà du plan de protection des infrastructures critiques qui qui est mis à la disposition des entreprises là. Malheureusement, ou je vais dire ça comme ça, l'État a un pouvoir réglementaire. L'État ne peut pas aller dans une entreprise pour implémenter des mesures. L'État met à disposition et les entreprises devront s'aligner à ces mesures-là qui ont été définies. Et on peut aller plus loin. Je peux dire que si ces mesures-là ne sont pas mises en place, il peut mettre derrière des amendes. Là, je pense que ça sera un plus euh, à mettre en place pour pouvoir vraiment créer un cadre pour amener ces entreprises à adhérer. Je ne sais pas si Allô? Oui, allô, on t'entend très bien. Vas-y, Ok. vas-y, on t'entend très Donc, bien. je parlais du plan de protection que les entreprises devraient suivre. Ensuite, il y a aussi des alertes qui sont remontées. Donc, si il y a une alerte qui te dit que telle infrastructure est vulnérable, automatiquement, tu devras mettre à jour. Donc, il y a aussi cette sensibilisation du gouvernement, mais il y a aussi la responsabilité des entreprises à suivre en fait les directives qui sont données.
D'accord. Je Je sais pense pas que si. même je pense qu'il y aura le 28, la police a publié une annonce concernant un événement qui sera réalisé le 26 à l'Hôtel d'Ivoire pour encore sensibiliser la population sur les questions de cybersécurité. Donc, des mesures sont mises en place, des formations sont réalisées, des sensibilisations sont faites pour que vraiment nous ayons un écosystème, je vais dire ça. Ouais, effectivement. J'ai vu l'affiche d'un événement qui sera à Sofitel Hôtel Ivoire. Ces prochains jours, donc, Monsieur Michel, vous aurez peut-être aussi soit de l'occasion de croiser Suzanne ou de savoir un peu plus sur ce qui se fait en Côte d'Ivoire. On va prendre la question de Natacha Koné avant celle de Monsieur Josué. Passa, Est-ce que pardon, il Natacha parler. nous entend? Oui, on vous entend très bien. Allô, bonjour à tous. Oui, bonjour. Ok, merci encore pour cette intervention. C'est vrai que vu l'évolution de la cybersécurité, et puis aussi on remarque que la cybersécurité est vraiment développée. Et nous devons aussi prendre les moyens, nous devons mettre les moyens en place pour être à l'abri, pour que nos données soient protégées. Mais j'aimerais savoir si nous sommes protégés à 100% des cyberattaques et autres. Pour cela, je dirais non. Parce que la protection à 100%, le risque zéro n'existe pas. C'est comme aujourd'hui, je décide d'aller au travail. Qu'est-ce qui me dit que je pourrais arriver au travail? Rien. Je fais, tout ce que je fais, c'est ce qu'on appelle de la gestion de risque. Donc en cybersécurité, tout ce qu'on va faire, on va appeler ça de la gestion de risque. Qu'est-ce que je peux accepter? Qu'est-ce que je ne peux pas accepter? Ou qu'est-ce que je peux partager? Donc, en termes de cybersécurité, on fait tout simplement de la gestion des risques. Au niveau des utilisateurs, par exemple, parce que là, j'ai parlé dans un cadre d'entreprise. Au niveau des utilisateurs, il faut pouvoir avoir un minimum de connaissances en cybersécurité. On te dit, par exemple, ne clique pas sur des liens que tu ne connais pas, sur des liens qui peuvent cacher un site malveillant, qui peuvent même collecter tes informations. On te dit, utilise par exemple un mot de passe fort. Mais toutes ces mesures-là peuvent être, des mesures peuvent être anodines. On peut se dire que pourquoi faire tout cela? Mais c'est lorsque tu seras victime d'attaques que tu vas comprendre que utiliser un mot de passe fort est important. Ou encore ne pas utiliser le même mot de passe sur tous tes comptes, tu verras que c'est important. Donc, au niveau des utilisateurs, il faut vraiment comprendre qu'il faut un minimum de connaissances et pour ce peu qu'on a, pouvoir l'appliquer dans notre quotidien. Sinon, le risque zéro n'existe pas. Merci Suzanne. On va prendre la dernière question de Josué et puis mettre fin à la session avec ta permission. D'accord, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On vous Bonjour, entend très bien. Ok, d'accord, c'est beaucoup plus une contribution même qu'une question. Je dis, j'ai suivi les différents propos depuis le début. J'ai entendu aussi la question de Monsieur Eddy, les différentes réponses apportées aux participants. Je dis que le sujet est tellement critique, surtout pour notre pays, la Côte d'Ivoire, que je pense que vraiment 30 minutes, c'est très peu pour aller en profondeur sur ces thématiques-là qui sont vraiment cruciales pour notre pays. Nous travaillons sur plusieurs aspects. Moi-même, je suis dans une administration publique et je pense, Tidiane, c'est une suggestion en même temps. Je pense que si après, on peut avoir, que ce soit maintenant ou après un autre podcast, où nous aurons en fait les différents acteurs clés, tant au niveau du public qu'au niveau du privé, et même peut-être quelqu'un comme Michel Eddy qui travaille, je sais, sur des thématiques peut-être de bug bounty, ce genre de choses-là. Je pense qu'on pourra encore traiter ce sujet-là vraiment en profondeur et apporter des solutions véritables à la fois pour la Côte d'Ivoire et puis je pense aussi pour les différentes infrastructures aussi de la sous-région. On voit beaucoup de choses sur Internet. On sait qu'en termes de maturité,
on n'est pas encore OK. Et je pense que ça, c'est vraiment une aubaine pour réunir ces acteurs-là et puis traiter les sujets vraiment dans le fond afin d'apporter pour moi des solutions pour notre pays, en tout cas pour la Côte d'Ivoire en particulier. Donc, c'était beaucoup plus une contribution. Merci à tous pour les réponses de qualité et tout ça. Merci. Merci pour votre contribution, c'était très clair. Effectivement, nous, on essaie tant bien que mal de réunir des experts, hein. Nous, c'est vraiment ça l'objectif. Essayer de, je l'ai dit au début, hein, créer des axes de réflexion, essayer voilà, c'est ce type de proposition, c'est des choses qu'on entend. Effectivement, notre format aujourd'hui est de 30 minutes parce qu'on, voilà, c'est un samedi. L'idée, c'est de le faire de manière, je dirais plutôt soft, avec des personnes qui veulent bien se connecter. 30 minutes, on a tendance à dépasser, là, on a dépassé de 5 minutes, mais on se donne toujours 30 minutes pour parler. L'idée, c'est aussi de dégrossir un sujet, quitte à le reprogrammer sur un autre axe, sur un autre angle. Mais ouais, donc dégrossir un sujet, prendre un petit sujet ou un grand sujet, hein, essayer de le faire étape par étape. Aujourd'hui, on a reçu peut-être quelqu'un qui est dans le privé, qui a aussi cette connaissance du public. Donc, Suzanne, donc, merci encore à toi pour toutes ces réponses qui étaient très claires. On aura peut-être l'occasion de recevoir quelqu'un du public. Et effectivement, comme vous l'avez dit, pourquoi pas réunir deux personnes, un public et un privé, pour échanger autour de ces questions, que ce soit parce qu'on a les mêmes problématiques à la fois en Côte d'Ivoire, au Niger, au Togo, au Bénin, au Congo. Voilà, on a plusieurs profils et différentes personnes qui se connectent à nos sessions. En tout cas, merci pour la proposition et on prend note et on en rediscutera certainement dans les prochaines semaines. Merci encore à toi, Suzanne. Je ne sais pas si tu as un mot de fin. Donc, on t'a pris 6 minutes de plus par rapport au temps qu'on t'avait promis. Mais voilà, c'est ça aussi, les sessions cybercafé. Dans tous les cas, on sera là samedi prochain. On aura de nouveaux speakers. On parlera de numérique, soit de blockchain, soit d'IA. Et voilà, on vous donne rendez-vous tous les samedis comme ça. Je ne sais pas si tu as un mot de fin. Avant ça, donc, ceux qui sont là pour la première fois, on espère vous revoir. Très heureux de revoir encore Dr Hyacinthe, Youssouf. Voilà, c'est des personnes qu'on a l'habitude de voir. Ça fait plaisir. Si vous avez des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à nous envoyer des contacts comme ça. On pourra les programmer et on pourra rediscuter typiquement de numérique. Donc, ton mot de fin avant de se quitter. Merci à toi pour l'invitation. Merci aussi aux différents participants. Je tiens à rappeler que la cybersécurité, c'est pas une affaire d'entreprise, c'est pas une affaire de gouvernement, c'est une affaire de tout le monde. Tout le monde doit être impliqué, tout le monde doit prendre les mesures adéquates parce qu'à la fin, si une société qui dispose d'infrastructures critiques est touchée, c'est la population qui est touchée. Merci encore. Merci. Donc, je vais partager le lien du livre de Suzanne donc dans le chat et n'hésitez pas à l'acheter surtout. Merci encore. Bon week-end à toutes et à tous et rendez-vous samedi prochain. Merci. Bon week-end.